Salut, salut Afterstad, c'est votre rendez-vous football. Encore 45 minutes pour parler football avec forcément deux actus qui ont beaucoup fait parler dans le monde du ballon rond. On va d'abord revenir sur forcément le Paris Saint-Germain parce qu'ils nous ont refait le coup. On s'était dit qu'après la remontada, c'était fini, ils ont retenu la leçon. Eh bien, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé contre Manchester United? Une défaite, une élimination en Ligue des Champions en huitième de finale retour. Ça, c'est la première partie. Ensuite, direction le Gabon et on va revenir encore sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait peut-être prendre sa retraite internationale. En tout cas, il y réfléchit. On va revenir sur tous les couacs qu'il y a eu entre le joueur, la star du Gabon, la fédération et aussi le ministère des Sports et essayer de voir pourquoi est-ce que entre les deux, ça ne matche pas. Ça, c'est pour le programme et forcément, vous connaissez la formule, je ne suis jamais seul pour débattre de tous ces sujets parce que sinon, ce ne serait pas très intéressant. Aujourd'hui, je serai accompagné de Jean-Sébastien Grand de football.fr et Europe 1 Sport. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ils vont laisser revenir d'Angleterre? Oui. C'est pas trop. Et enfin, Abdellah Boulma, que vous connaissez, notre consultant. Bonjour Abdellah. Bonjour. Qui a toujours des bonnes infos sur le Paris Saint-Germain. Plus beaucoup en ce moment. Ouais, parce que forcément, ils ont un peu fermé le robinet. M'étonner. Alors, messieurs, voilà, on l'a vu. Forcément, ce match, on s'était dit que voilà, c'était plus possible. Ils ont retenu la leçon 2 ans après le 6-1. En plus, victoire à l'aller à Manchester Old Trafford, 2-0. On se dit que là, c'est bon. Ça sent bon, puisque toute l'équipe de Manchester United était décimée. Jean-Sébastien, je me tourne vers vous. Tous les voyants étaient au vert. Oui, ça sentait trop bon. C'est peut-être ça, ça sentait trop bon. Et malheureusement, comme l'a dit Presnel Kimpembe samedi dernier, dans une interview à Bro Stories, il avait l'esprit calme. Il disait que son équipe avait pris le match à la légère. Et ce qui est très grave, mais ce qui s'est vu sur le terrain. Alors, quand tu prends le match à la légère, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des erreurs individuelles. Voilà, c'est classique. Tu peux aussi être déconnecté mentalement de l'enjeu. C'est-à-dire que quand il y a 2-1 à la mi-temps, quand tu reviens en deuxième période, tu dois égaliser. Il n'y a pas d'autre chose à faire, surtout contre une équipe beaucoup plus faible. L'une des plus faibles équipes qui m'est été donnée de voir au Parc des Princes. J'ai rarement vu une équipe aussi faible. Recroquevillé sur sa moitié de terrain. Solskjaer a très bien joué son coup. Il est arrivé avec des ados. Enfin, j'appelle ça des ados. Enfin, on ne peut pas les appeler autrement. Ça rappelle un petit peu le coup du Paris Saint-Germain face aux minots de Marseille. Oui, ils n'avaient pris aucun but. Là, ils ont pris 3 buts. Oui. Et comme l'a très bien souligné JS, je pense qu'il y a eu peut-être un excès de confiance. Un excès de confiance pour la plupart des joueurs. Ils se voyaient déjà en quart de finale. Ça n'était plus arrivé depuis 2015, il me semble. Et Kimpembe, on a parlé. Enfin, il a parlé. Enfin, étrangement, là, on va revenir sur la com du Paris Saint-Germain bien plus tard, parce que là, c'est. Mais sinon, on peut en parler tout de suite de cette vidéo de Presnel Kimpembe parce qu'il parle de suffisance. Je veux dire, ils ont retenu quand même le 6-1. Comment est-ce qu'on peut être en huitième de finale de Ligue des Champions et venir parler de suffisance? Après, il y a l'encadrement qui n'a pas fait le boulot nécessaire pour mobiliser tout le monde. Voilà, je pense que Abdellah est un insider du Paris Saint-Germain. Non, je ne supporte pas ce boulot quand même. Le mot qui veut tout et rien dire. Peut-être qu'il y a des raisons, il y a un mal profond. Bien évidemment, bien sûr qu'il y a des raisons qui expliquent un petit peu cet échec, parce que tout le monde, on s'attendait à une grosse fête, une grande fête, une qualification en grande pompe. L'équipe du Paris Saint-Germain, bien évidemment, sans Neymar et Cavani, ça on reviendra dessus parce que c'est quand même important, parce qu'on a quand même placé un Mbappé en neuf et on a vu ce que ça avait donné. Malgré tout le talent de ce jeune homme, faut pas lui retirer, mais ils se sont totalement cassés les dents, psychologiquement, mentalement, et la suffisance aussi qui a accompagné l'intégralité du match. Et on l'a senti au Parc des Princes, on a senti cette atmosphère pesante qui a accompagné les joueurs et les spectateurs du début à la fin du match. Comment est-ce qu'on peut, au bout de 2 minutes de jeu, tout de suite, passer à côté? Une grossière erreur individuelle. Non, mais après, c'est un jeune joueur. Exactement. C'est un jeune joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à ce haut niveau. Et voilà, c'est le seul joueur. Mais en face aussi, ils étaient très jeunes. Ils étaient encore plus jeunes en face. Mais c'est moins facile. C'est moins facile de faire d'erreurs dans ce système-là quand tu viens sur un terrain où tu n'as plus rien à perdre. Les joueurs de Manchester, ils se sont dépouillés pendant 90 minutes et puis basta. Il y a beaucoup moins de pression de leur côté. Forcément. Et voilà, ils viennent, ils sont 11. La plupart des titulaires ne sont pas là. Ils étaient en tribune d'ailleurs là pour les soutenir, à l'instar de Ferguson, etc. Donc ils avaient le soutien des anciens du club. Ils sont arrivés, ils se sont dit on n'a rien à perdre. Pourquoi? Voilà, on arrive, on est chez eux, on a 2 buts à remonter. On a 9 joueurs en moins. On a 9 joueurs en moins. Ils y sont allés. Ils sont venus avec le maillot de Manchester, malgré tout, ça faut quand même le souligner. Il y a une institution derrière. Ils ont respecté les consignes de l'entraîneur. Ils ont réussi. Il y a eu un coup de poker. Solskjaer a fait un coup de poker. Et ça marche. Et ça a marché. D'ailleurs, on parlera de l'institution plus tard parce que c'est assez intéressant. Alors, messieurs, on a dit, voilà,
On va quand même revenir sur certains joueurs parce qu'il y a quand même beaucoup de faillites individuelles, notamment Kerrer, Buffon ou même Mbappé aussi qui manque plusieurs occasions. Qui n'était pas là à la remontada. Alors, vous dites que Kerrer, c'est la jeunesse, d'accord. Mais juste, vous prenez le cas de Gianluigi Buffon quand même, qui a été recruté pour ce genre de match. Buffon à lui seul, juste à titre de comparaison, il a plus de matchs de Ligue des Champions, lui tout seul, que toute l'équipe de United Mais la preuve réunie. que ça veut rien dire, Mansour. La preuve que ça ne signifie rien. Moi, j'étais au stade. J'ai observé Buffon. Lors de son recrutement, je me suis dit, la première des choses que je me suis dit, c'est 40 ans. J'avais eu des échos de la Juventus de Turin où on m'avait dit qu'il était beaucoup plus lent qu'avant. Normal. Bon, avec l'âge, forcément, on n'est plus, c'est plus le Buffon de 2006, 2007, 2008, etc. On m'a dit pourquoi il signe au Paris Saint-Germain. D'autant plus que ça va causer pas mal de problèmes avec sa relation avec Areola. C'est ce qui s'est passé. Tuchel a misé sur un système d'alternance. Ça a plus ou moins bien marché jusqu'ici, mais le match sur lequel ça aurait dû fonctionner, c'était ce match-là. Ben oui. Buffon, on l'attendait sur ce match-là. Il s'est liquéfié sur ce match-là. Il s'est liquéfié. Et on l'a vu sur son visage. Je l'ai vu en arrivant sur le terrain, etc. Son petit signe de croix, son petit rituel habituel, etc. Et là, au moment où il a pas capté ce ballon, ce tir de loin qui lui a échappé, il s'est totalement liquéfié. Voilà. Il a dû se souvenir de toutes les finales qu'il a perdues en Ligue des Champions. Exactement aussi. C'est pas un loser, Buffon, mais c'est un joueur qui est un peu dépassé. Et c'est même au niveau du choix, on a du mal maintenant à le comprendre. C'est-à-dire que c'est un joueur d'une grande expérience, mais est-ce que ça fait vraiment la différence en huitième de finale Ligue des Champions? Pourquoi ne pas avoir un gardien moderne? Bien sûr. On les connaît, les gardiens de ce style bon au pied, qui travaille sur 30 mètres, qui est capable de venir pour récupérer des ballons, des mauvaises passes de ses coéquipiers. Il n'y a pas ce style de gardien qui fait que le PSG doit l'avoir. Enfin, c'est un style bien sûr, il se pose la question. indispensable. Et bien sûr, il se pose la question, bien évidemment, du gardien. Du gardien, parce que le PSG, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on attend un grand gardien au Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas? Parce qu'il y a encore cher. 2 ans, Oblak arrive en fin de contrat à Madrid. Oui, Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas fait le pari. Voilà. Oui. Ou alors c'est pas assez bling-bling pour le PSG peut-être? Non, à ce moment-là, Oblak n'était pas si fort que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, s'il est en fin de contrat, tu te jettes dessus, tu lui donnes une prime de 15 millions et tu l'as, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut recontextualiser. JS a raison, il n'était pas aussi fort que ce qu'il l'est Mais aujourd'hui. par exemple, quand on prend Keylor Navas du Real Madrid, quand le Real recrute Thibaut Courtois, c'est une occasion à saisir ça. Ouais, c'est vrai. mais JS, t'as Buffon et t'as Areola. On a misé sur Areola et on a bien vu qu'il était. Qu'il n'était pas haut niveau. Il a 26 ans, parce qu'on le considère un peu dans l'imaginaire, on le considère encore comme un jeune. C'est vraiment étrange, alors qu'il a 26 ans, quand même. Il a décidé de rester. Bon, il est resté, mais à l'alternance avec Buffon, je pense qu'elle a été préjudiciable sur le terme. Ouais. Donc peut-être un grand gardien aussi pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Alors, du coup, l'excuse de l'expérience, est-ce qu'elle marche encore pour ce PSG-là? L'expérience, il y en avait. Ouais. Juste en pointe, il y avait un joueur qui était peut-être trop sûr de lui. J'ai vu, moi, ces dernières semaines, beaucoup d'enflammades sur Kylian Mbappé. Certes, les statistiques étaient exceptionnelles. Les stats sont exceptionnelles, il n'y a pas de problème. Y a rien à dire. Les chiffres à cet âge-là, c'est démentiel. Mais au niveau de son contenu dans les matchs qu'on voit tous les samedis, parce que le PSG joue le samedi à 17h, il a du déchet, il rate 5 occasions avant de marquer un doublé. Ça, personne ne le dit. Et il y a un truc, c'est que Thomas Tuchel, il ne l'engueule pas, son attaquant. Ouais. C'est-à-dire, il devrait dire en public, mon attaquant gâche trop de choses. Il devrait se concentrer pour être plus efficace au moment opportun. Ça veut dire qu'on a été trop gentil avec Mbappé et pas assez avec Cavani, par exemple, parce qu'on sait que Cavani marque beaucoup, mais rate beaucoup aussi. Oui, c'est le jeu de Cavani depuis ça reste malgré tout le meilleur buteur. Mais on le tolère, ça. On le tolère parce que ça reste Cavani, il a quand même 30, 31 ans, enfin il a 30, 31 ans maintenant, 31 ans il me semble. Il est quand même meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc je veux dire, on ne parle pas de la même manière à un monsieur, un monsieur de cet âge-là qu'un gamin de 18 ans, même s'il est champion du monde. Et c'est vrai que le fait de le mettre en neuf, beaucoup parmi les spécialistes, les grands observateurs, les journalistes avaient dit que oui, c'est l'idée, c'est de mettre Mbappé en neuf. On a bien vu ce que ça donnait. Il n'est pas suffisamment mature pour pouvoir occuper ce poste-là. Ouais. Et il y a beaucoup d'anciens, d'ailleurs, à l'instar de Paoletta, qui avaient dit non, il n'est pas encore mûr pour occuper un poste de Stakabi au Paris Saint-Germain. Alors, du coup, messieurs, maintenant, quand même, une question se pose. Est-ce que le PSG n'est pas condamné à échouer à ce stade-là? Parce que, quand même, mentalement, psychologiquement, c'est un truc, ce sont deux traumatismes qui ont marqué pas mal de joueurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu la remontada. Il y en a 4 ou maintenant. 5 qui étaient là il y a 2 ans, donc, qui étaient sur le terrain. Moi, je ne pense pas.
Ouais, je ne pense pas. Après, Est-ce que c'est pas eux justement qui transmettent cette fameuse trouille? Mais comment on la transmet, la trouille? Mais par des passes d'équerre, par exemple. Bah, ils ont joué Liverpool. Ouais. Ils ont joué Naples. Sans le but de Di Maria, à quelques secondes de la fin, le PSG ne sortait pas de cette poule. Donc moi je pense qu'ils ont, je ne sais pas si c'est lié, si c'est essentiellement lié à ce psychodrame qui a eu lieu qui s'est passé il y a 2 ans. Moi je pense que ça va bien plus loin. Je pense que c'est quelque chose du ressort de, c'est comment dire, c'est de la dilettance, c'est de la suffisance. Ouais. Je pense qu'il y a des rapports des dirigeants, de l'entraîneur, des entraîneurs qui se sont succédés, à savoir pour Laurent Blanc, Emery, Tuchel, et de la relation qu'ils ont avec le groupe. C'est dilettante. Insufflé en cela aussi par Nasser El Khelaifi, qui est quand même qui est trop proche de Sender Jorge, même s'il a pris de la distance cette année, qui a instauré une espèce de proximité avec certains cadres du vestiaire et notamment les Brésiliens, et qui a malheureusement impacté négativement le groupe sur le long terme. Et on sait pertinemment qu'il y a des tensions au sein de ce groupe, même si on ne le voit pas sur le terrain, etc. Le clan des Brésiliens, Thiago Silva, Neymar qui va chercher Dani Alves, etc. On a vu ce que ça avait donné. Il y avait des tensions avec les premiers Jalais, etc. La première année. Et là, c'est ce qui se passe encore en ce moment. Et dernière chose, ensuite je laisse parler JS parce que je parle trop. Quand Antero Henrique est arrivé au Paris Saint-Germain, la première des choses qu'il est dite, il est allé voir Nasser. On lui a dit, Nasser, on a l'impression qu'il vit le football comme le football des années 70. Ouais. Il veut l'équipe du Brésil des années 70. Et il dit, il est en train de former un clan de Brésiliens qui va forcément impacter encore une fois négativement le groupe sur le long terme. À sa décharge, sur ce coup-là, il a eu raison. Il a eu raison, ouais. Ouais. Alors justement, on va parler de l'institution PSG, notamment quand on voit, il y a une déclaration de Bernard Tapie qui disait que le PSG n'est pas encore au stade de certaines équipes, pas du Real, pas du Barça, parce que par exemple le penalty qui a été sifflé contre Paris à la dernière minute, si c'est le Barça, le Real qui l'a à domicile à la dernière minute, c'est pas sifflé. C'est possible. Ouais. C'est possible, surtout que lors du 8e de finale de la saison dernière, le Real Madrid a 2-3 situations favorables. En fait, on ne peut pas dire que le PSG a des situations défavorables. Ouais. C'est juste qu'il y a une situation favorable pour l'adversaire. Bon, c'est des coïncidences, c'est peut-être forcé et peut-être que l'arbitre respecte plus une équipe que l'autre. Mais là, sur ce match-là, Paris est bien meilleur sur le terrain en termes de football et doit faire la différence avec ou sans arbitre, avec ou sans VAR. Là, il n'y a vraiment pas d'explication possible pour cette défaite 3-1. Est-ce qu'il manque encore qu'est-ce qui manque au PSG pour atteindre justement? On a l'impression qu'il est toujours vu comme le nouveau riche toujours pour l'instant. C'est le nouveau riche à l'instar de Manchester City, à l'instar de Chelsea avant qu'il la remporte au bout de 10 ans. Je pense qu'il faut voir aussi le PSG sur la longue histoire de la Coupe d'Europe. Beaucoup de grands clubs sont nés comme ça parce que là effectivement on focalise sur les 2 dernières années. Malheureusement c'est tombé sur le Paris Saint-Germain et Dieu sait que le 6-1 etc. Le Paris Saint-Germain explose les stats. Ouais. Je veux dire deux déculottés de ce type. Il rend quand même l'impossible possible. Exactement, l'irrationnel, l'inconcevable, ça n'arrive qu'au Paris Saint-Germain et forcément ça marque les esprits. Mais encore une fois, il faut voir ça sur une période beaucoup plus longue. Faut quand même relativiser. Je relativise un petit peu, il faut chercher quand même des choses positives parce que je sais que. Mais à force de prendre du recul, on finit par s'approcher de la falaise, là, attention. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils sont proches de la falaise, mais encore une fois, il n'y a que 2 clubs, il n'y a qu'un club français qui a remporté la Ligue des Champions et ça remonte à 93 maintenant. Le second, c'est le Paris Saint-Germain et c'était la fameuse Coupe des Coupes. Sur l'histoire des Coupes d'Europe, c'est seulement 2 coupes européennes. Et il est très difficile aujourd'hui dans le concert des nations de remporter une Ligue des Champions qui est devenue très difficile et qui appartient à c'est un rappel, il faut rappeler. Il faut tout le temps rappeler ce qui s'est passé. Il faut rappeler aussi la place du football français en Europe. C'est-à-dire que dans les autres pays, même si la Juve et le Bayern surdominent leur championnat, ce qui n'est même pas le cas pour le Bayern, ils ont de l'adversité. Ils ont des matchs intenses. Alors que le PSG, en championnat, déroule. Même quand son équipe ne joue pas bien, quand l'équipe de Tourelle ne joue pas bien, ça gagne, ça empile les. Mais est-ce que c'est juste une question de compétitivité du championnat français? Ça en fait partie, Mansour, ça en fait partie. La difficulté, il faut quand l'Ajax va malmener le Real au Bernabeu. Oui, mais quel Real? Il malmène quel Real? Oui, mais il malmène le Real. Est-ce que Paris pourrait le faire? Oui, d'accord, ça arrive une fois. Est-ce que Paris pourrait le faire? Ça arrive une fois sur combien d'années? Oui, mais ils l'ont fait. Ça faisait combien d'années que l'Ajax ne s'était pas retrouvé à ce stade de la compétition? La différence, c'est que Paris est connu pour faire l'inverse.
Oui, Alors, oui. certes. Oui, mais l'Ajax, on sait pertinemment, on connaît tous l'histoire de l'Ajax ici, football total, Cruyff, etc. Avec tout le monde semblait découvrir sur ce match-là des joueurs de niveau international qui vont d'ailleurs tous disparaître au prochain mercato. Ça, Oh non, pas sûr. Ça, faut le savoir, mais ça n'arrive qu'une fois. Je veux dire, c'est exceptionnel. Pourquoi? C'est exceptionnel dans une compétition qui est normée. Ça y est, on sait pertinemment quels sont les futurs vainqueurs. C'est soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid, soit Barcelone, ou soit Manchester City, s'ils arrivent à la remporter. Encore une fois, il faut relativiser. Que devient le Milan AC? Le club aux 7 étoiles, aux 7 Coupes d'Europe. Ça fait combien d'années qu'ils ont disparu de la scène européenne et qu'ils ont du mal aujourd'hui à se relever? Relativisons encore un peu ce qui se passe. Tout le temps, Mansour. Alors, on va quand même se projeter. Il me fatigue. On va quand même se projeter sur l'avenir de ce Paris Saint-Germain parce que le mercato d'été approche. Il y aura sans doute beaucoup de mouvements. Peut-être pas forcément qu'au niveau des joueurs, notamment peut-être dans le staff autour de Thomas Tuchel. On parle du départ d'Antonio Henrique, peut-être aussi de Nasser El Khelaifi, non? Moi, j'évite. Pour Nasser El Khelaifi, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai, on lit dans la presse qu'il y a beaucoup de distensions entre la direction sportive, la présidence, le propriétaire et l'entraîneur qui veut d'autres joueurs que Cantero lui propose. Et il faut trouver une personne qui est capable un compromis, une personne qui est capable de. Est-ce que le PSG, justement, il n'est pas orphelin de Leonardo? C'est lui ou d'Arsène Wenger, mais malheureusement Arsène Wenger ne sera plus là. Ouais. Enfin, ne viendra pas. Non, ne viendra pas. Il a été approché, effectivement. Peut-être qu'il attend le poste, on ne le sait pas encore, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a une espèce de direction bicéphale au Paris Saint-Germain. Il y a Nasser et son entourage. Malheureusement, Nasser, je ne cesse de le répéter, lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain il y a 7-8 ans, 2011-2012, on lui a donné les pleins pouvoirs officieux, bien évidemment, parce que ce n'est pas lui qui dirige, c'est à Doha, c'est l'émir qui décide de tout, entouré de conseillers comme Xavi, comme Jamel Bourras. Jamel Belmadi aussi. Jamel Belmadi fut une époque, etc. D'ailleurs, Tuchel a été soufflé par Guardiola et par Xavi, etc. Ça, faut le savoir, c'est l'émir, c'est lui qui décide de tout. Et dans cet amas, de personnes qui dirigent ce club, Nasser ne représente pratiquement rien. Il occupe presque un poste officieux, si vous voulez. Et lui, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il s'est entouré de gens qui ne sont pas forcément compétents à tous les étages, mais qui sont fidèles. Ils reproduisent exactement ils miment un petit peu ce qui se passe au Qatar. C'est un petit peu une société, si vous voulez, féodalisée. Voilà, on préfère mettre des gens autour de nous qui sont fidèles, qui nous sont loyaux, plutôt que des gens compétents. Et c'est ce qui pose aujourd'hui problème au Paris Saint-Germain. À l'instar, évidemment, du directeur de la communication, je vais taire son nom parce que j'ai eu des soucis avec lui, et bien d'autres. Et à côté de ça, vous avez Tuchel et Enrique. Antero Henrique, ça fait 2-3 mercato qu'on cherche un 6, qu'on cherche un milieu de niveau international, et on attend le dernier jour du mercato. Ça a été une mascarade totale. Voilà, pour faire Paredes. Qui n'est pas un milieu défensif récupérateur que le Paris Saint-Germain cherchait. En plus, du coup, c'est bête, il a servi un match. À peine. À peine, un match. Mais ça, c'est très grave. On nous dit que Gay, on l'a évoqué ici même, que Gay, qui a pleuré le jour même parce qu'on ne l'a pas recruté. On est allé chercher un jeune homme de MLS qui est venu, qui a passé la journée à Clairefontaine. Voilà. Et Antero nous dit que j'ai pas pu mettre plus que les 30 millions. Mais pourquoi t'es allé chercher ce gamin de MLS, sachant que Tuchel n'était pas du tout d'accord sur les. Pour le récupérer. Mais c'est incroyable. Donc comment ces deux personnes-là vont pouvoir cohabiter? Alors est-ce qu'il faut mettre Thomas Tuchel aux commandes? Est-ce qu'il doit avoir les pleins pouvoirs? Un manager à l'anglaise? Non, mais le problème c'est que Thomas Tuchel a un problème. Il y a sa gestion qui a atteint une limite. Là, on la voit avec cette élimination, c'est qu'il est trop proche des joueurs. C'est un coach proche des joueurs. Et parfois, entre potes, on peut se dire non, t'as pas raison. Voilà, je ferai pas ce que tu me dis. Et par exemple, Dani Alves, il a dit en plein match, j'ai pas envie d'aller presser Manchester United. C'était en fin de première période. Ça, c'est incroyable. Et c'est passé crème. Et Thomas Tuchel, est-ce que pendant la mi-temps, dans le vestiaire, il a repris la mainmise sur son équipe? C'est pas sûr. Non, il a totalement raison. C'est vrai que ça nous rappelle. On peut faire un rappel par rapport à ce qui s'était passé le jour de la remontada où effectivement très vite. Très rapidement où il y a eu ces tensions entre Thiago Silva et Emery. C'est vrai. Voilà. Et là, c'est toujours les mêmes tensions, mais entre Dani Alves et Tuchel et Silva aussi. C'est incroyable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui chapeaute le tout et qui dise c'est comme ça et stop. Ça, c'est peut-être aussi le manque de mainmise depuis la direction. Évidemment. Qui découle jusqu'au terrain. C'est évident. Forcément. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de boulot au Paris Saint-Germain, beaucoup de chantiers qui sont en construction ou à démolir. On verra. Je pense que ça a beaucoup bougé cet été. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie, juste après cette page de pub. Reste avec nous.
After Stade, deuxième partie, toujours accompagné de Jean-Sébastien Grand et d'Abdellah Boulma. On a vu en première partie le Paris Saint-Germain et l'échec contre Manchester United. Autre sujet qui fait beaucoup parler, on va prendre la direction du Gabon, où Pierre-Emerick Aubameyang est encore en froid avec la section gabonaise. On a l'impression que c'est un running gag, c'est l'histoire sans fin. Alors, on rappelle juste qu'après avoir manqué les matchs contre le Soudan du Sud et le Mali, cette fois-ci, c'est contre le Burundi qui ne pourrait ne pas être présent. Jean-Sébastien, c'est quand même une rencontre décisive parce qu'elle est qualificative pour la CAN 2019. Décisive, même si le Gabon part largement favori face à ce tout petit pays des Grands Lacs. Ouais, le Burundi est quand même devant. Le Burundi est devant, mais le Gabon, normalement, a les armes, même sans Aubameyang, pour renverser la situation. Après, c'est vrai que c'est un peu décevant d'un point de vue sportif de voir le meilleur joueur de l'équipe, le leader, le capitaine, la star de l'équipe, vouloir renoncer à cette dernière rencontre des éliminatoires. Là, c'est pas direction le Gabon, c'est direction Londres pour Aubameyang. Je pense qu'il va rester chez lui tranquille pour faire pression sur la fédération. Ouais, il fait déjà pression sur la fédération parce qu'on sait, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si s'il va participer au match ou pas. Ouais. Ça, on l'ignore totalement. Mais effectivement, JS a raison. C'est quand même la star de l'équipe. Il a quand même contribué à... il a quand même hissé cette équipe pas à un niveau exceptionnel parce que l'équipe n'a jamais passé, ces dernières années, n'a jamais passé l'écart, malgré les buts qu'il a empilés. Donc, d'où l'importance de ce joueur dans l'équipe. Ce serait effectivement malheureux qu'il ne participe pas à cette confrontation, même si, encore une fois, même sans Aubameyang, le Gabon part largement favori face à cette petite équipe du Burundi. Moi, je vous dis quand même, ne sous-estimez pas le Burundi. Alors, messieurs, comme on se souvient, il y a 3 ans, Pierre-Emerick Aubameyang, cérémonie des CAF Awards, il est sacré Ballon d'Or africain. Oui. Il fait le tour du Gabon, tout le monde l'acclame. Vraiment, c'est le Gabonais numéro 1 dans le monde quasiment. Il est vraiment porté en triomphe. Et là, maintenant, on se retrouve dans cette situation. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dans cette situation, ouais. C'est la fédération, c'est donc le ministère des Sports au Gabon qui gère mal les choses. Et c'est aussi à la fédération de demander de l'aide en termes d'infrastructure, en termes de transport. Je veux dire, cette histoire d'avion, elle est incroyable. Personne aurait dû monter dans cet avion comme l'ont conseillé les joueurs. Les joueurs ont refusé de monter dans cet avion, dans ce tout petit avion. Et c'est vrai que c'est une situation qui est inextricable parce que ça continue encore et encore, malgré l'argent qu'il y a dans ce pays et au niveau de la fédération. C'est un pays qui n'a pas besoin qui a des richesses et qui est capable d'affréter des avions pour ses footballeurs stars. En tout cas, déjà qu'on sait qu'il est en froid avec la fédération, dans une interview, Pierre-Emerick Aubameyang, il a laissé entendre que peut-être il pourrait prendre sa retraite internationale. Alors, il y a Sira Diallo qui s'est penché sur les nombreux feuilletons, les épisodes entre Aubameyang et la fédération. On regarde ça tout de suite en images. En froid avec sa fédération, Pierre-Emerick Aubameyang hésite à répondre présent pour le match décisif face au Burundi le 23 mars comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Je suis en pleine réflexion. Je me pose la question, je te dis franchement, je me pose la question et j'en suis arrivé à ce niveau-là, malheureusement, justement par cette déception. Donc je me pose la question et je vais prendre une décision, bien sûr, que ça soit peut-être avant ou après le match. On verra bien. Le divorce entre la sélection et l'attaquant avait déjà débuté en octobre dernier lorsque la sélection nationale avait refusé d'embarquer à bord de l'avion loué par le Fonds national de développement du sport pour se rendre au Soudan du Sud. L'attaquant d'Arsenal s'était alors fait le porte-voix de ses coéquipiers pour déplorer le manque de professionnalisme et le travail négligé des dirigeants du football gabonais. À coup de « je t'aime moi non plus », la relation entre Pierre-Emerick et sa sélection n'a jamais été un long fleuve tranquille. Le capitaine des Panthères avait d'ailleurs refusé de disputer un match face au Soudan du Sud le 16 octobre à Juba pour finalement retourner au sein de son club. Dernier épisode en date d'une longue série d'accrochages, comme lorsqu'en septembre dernier, il n'a pas manqué de soutenir son père, Pierre Aubameyang, qui avait été nommé sélectionneur du Gabon alors qu'il n'avait pas donné son accord. Pierre-Emerick Aubameyang s'était alors lâché sur les réseaux sociaux pour une fois de plus indexer les dirigeants du football gabonais. Énième grief fait par l'ancien de Saint-Étienne qui n'a jamais été aussi proche de tourner la page avec les Panthères. Je me tourne vers vous, Abdellah, parce que je voyais sourire et lâcher quelques commentaires pendant C'est vrai le sujet. Ben oui, j'entends tout quand même. C'est juste incroyable. Ouais.
C'est juste incroyable ce qu'on voit, comme le disait JS. Juste avant ce mini-reportage de qualité d'ailleurs, la fédération la fédération et le ministère des Sports sont directement responsables de ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Un Gabon, un pays avec énormément de richesses. On s'est souvenu de ce qui s'est passé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où les stades n'étaient pas remplis, etc. Bref, où il n'y avait pas l'engouement escompté pour cette CAN. On sait pertinemment, et des spécialistes et des journalistes l'ont relayé à travers les médias, qu'il y a énormément d'incohérences et de clientélisme et de corruption au sein même du ministère des Sports, au sein même de la présidence, en relation avec cette fédération. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle de rétrocom, etc., par rapport à des matchs internationaux, des sommes quand même assez exorbitantes qui arrivent sur les comptes de certaines têtes pensantes et même des dirigeants de la fédération, du ministère des Sports, etc. Sachant aussi que le Gabon... Attends, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Aubameyang est quand même dans une situation inextricable. Il n'a pas forcément envie de revenir parce qu'il sait pertinemment ce qui se passe. On peut aussi évoquer la situation de Daniel Cousin, qui n'a pas été payé sur les 30 derniers mois, et là il a dû faire appel à un avocat pour pouvoir débloquer la situation. Et on a écouté le ministre des Sports à la télévision, invité dans une émission à la radio, je me souviens plus, et qui nous raconte que Daniel Cousin n'aurait pas dû faire ça. On aurait pu s'expliquer en interne. De toute manière, les Gabonais sont bien trop payés, etc. Et on va lui débloquer ses sous. Et soudainement, ça a été débloqué. C'est de l'amateurisme total, comme on l'évoque ici. C'est dire si c'est grave et si Aubameyang en a vraiment ras la casquette. Mais évidemment. Pour en arriver là, parce que lui, c'est l'enfant chéri du pays. Mais bien sûr. Je l'ai vu se dépouiller au début de sa carrière internationale. Il y allait, mais vraiment, il allait au charbon. Et surtout qu'il aurait pu, parce qu'il était, il est franco-gabonais. Oui, d'ailleurs. Et maintenant, est-ce que du coup, il n'a pas des regrets quelque part même? Non, je pense pas. Franchement, on lui a tant donné. Il s'est vraiment dépouillé pour son pays. Je me rappelle, on avait vu un match à Saint-Saint-Gratien entre le Sénégal et le Gabon. Il était tout seul en pointe, on lui balançait des ballons. Il était là en région parisienne, alors qu'il y avait Clairefontaine, il y avait l'équipe de France qui jouait des grands matchs. Franchement, je pense qu'il a adoré son parcours en sélection. Aujourd'hui, il en a peut-être un peu marre. Peut-être qu'il est dans un confort à Arsenal et à Londres qui est trop élevé aujourd'hui pour qu'il... Ce qui expliquerait pourquoi quand il va en sélection, il traîne son spleen et qu'il vienne un peu à reculons. Tous, c'est le cas de Mahrez, c'est le cas de pas mal de footballeurs africains, en fait, ou maghrébins ou subsahariens, qui arrivent en sélection et qui arrivent encore une fois à reculons parce que les fédérations ne leur offrent pas les infrastructures, tout l'accompagnement en fait. L'accompagnement nécessaire de haut niveau pour une fédération, pour une sélection à l'international. Alors que ce qu'ils vivent en club au quotidien, c'est à des années-lumière de ce qu'ils découvrent quand ils arrivent en sélection. Il est quand même passé par Dortmund, meilleur joueur du championnat, élu meilleur joueur de Bundesliga. Il arrive à Arsenal, joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal, 64, 65 millions il me semble. Donc là on parle quand même, d'un grand joueur à l'international. Et comme l'expliquait JS, 65 millions qui arrivent à Saint-Gratien et qui jouent comme ça dans une banlieue au milieu de nulle part. Mais imaginez le gap psychologique dans la tête de ce joueur-là. Et effectivement, moi, quand je vois ce type d'interview et que ça a eu le tarot de l'esprit qui se pose la question de savoir est-ce qu'il va revenir ou pas, oui, moi je me mets à sa place, c'est difficile. Après, les joueurs qui sont nés en France et qui ont été formés dans les clubs français, évidemment, ils ont un petit choc. Ils ont un choc culturel quand ils débarquent en sélection. Et que là, c'est plus les vacances avec les parents. C'est on va à droite, à gauche, on parcourt le continent. Moi, j'ai discuté avec des joueurs sénégalais pendant la Coupe du Monde. Et par exemple, pour le Sénégal, je pense qu'avec le Maroc, c'est pareil, ils sont très bien lotis. C'est-à-dire que c'est vrai, ça manque parfois de professionnalisme. Mais il y a de la générosité. C'est-à-dire que maintenant, ils font les efforts. Voilà, les fédérations ont compris que c'était des joueurs qui venaient de France ou d'Europe, parce qu'au Maroc, il y a des joueurs qui viennent des Pays-Bas. Si je puis me permettre, JS, ils ne sont pas encore lotis à la même enseigne que la France. Parce que j'ai discuté avec certains joueurs de l'équipe marocaine, effectivement, qui nous disaient on n'a pas les mêmes hôtels, on doit parcourir un peu plus de distance, etc., etc. Mais ils s'améliorent. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Moi, je me rappelle, j'ai parlé à Alfred Ndiaye après un Sénégal-Pologne, parce qu'il n'avait pas grand-chose à faire, visiblement, il parlait avec les journalistes. Et il racontait que ça se passait vraiment très bien et que, certes, c'était différent des clubs européens,
mais qu'il y avait un suivi et que peut-être parce que quand un pays se qualifie pour la Coupe du Monde, il y a quelque chose, il faut du sérieux, il faut du professionnalisme. Forcément, pas aller Voilà. se ridiculiser. Ça révolutionne aux tout. yeux du monde. Bien sûr. On espère, on leur souhaite au Gabon de se qualifier pour la Coupe du Monde et de Pour la franchir CAN, déjà, peut-être, un cap. on va commencer. Alors, déjà, on va revenir quand même sur le cas Aubameyang. Est-ce que. On a vu que plusieurs fois, il a fait défaut lors de certains matchs. Donc, on a vu ses prises de parole aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour lui de se mettre peut-être une partie des supporters à dos? Non. Enfin, oui, non, mais je pense que. Parce que comme c'est le seul à s'exprimer, oui, et que c'est le seul, peut-être c'est que celui d'autres qui- le suivent dans la c'est celui section, qu'on mais envoie, voilà, c'est ça. c'est celui qu'on envoie au front parce que c'est la personnalité, c'est la tête de gondole, c'est celui qu'on a envie et c'est celui qu'on a envie d'écouter, c'est celui en qui on a confiance, c'est la personne la plus crédible et la plus légitime aux yeux, aux yeux de ses coéquipiers, par exemple, même des supporters d'une certaine façon, pour qu'ils puissent apporter la bonne parole. Et les supporters ne sont pas dupes pour la plupart. Forcément, on va avoir deux, trois individus qui vont dire oui, bon, c'est une superstar, etc. Mais la majorité est quand même du côté d'Aubameyang et qui comprend certainement ce qui se passe au sein de cette fédération. On sait pourquoi Aubameyang a émis ses critiques. Est-ce que vous pensez, après moi je me pose la question, je me mets dans la position d'un Gabonais qui vit même pas à Libreville, peut-être qui vit à OM ou à Port-Gentil ou voilà, des endroits, ou à Franceville, qui est dans des conditions assez modestes et qui va se dire pourquoi est-ce qu'Aubameyang ne ferait pas l'effort pour l'amour de la patrie de venir défendre sa Moi, nation? pour avoir lu pas mal de commentaires, c'est vrai qu'il y a certains Gabonais qui le critiquent en le pointant du doigt et en le cataloguant français, Oui. soudainement. Parce que quand il marque des buts, c'est leur chouchou. Quand il Et, est gabonais, Quand il marque veut pas, plus il est venir, français. il reste français. Mais c'est compréhensible parce qu'il y a un tel gap entre effectivement le gamin qui vient d'un petit village et Aubameyang qui a grandi en France et qui joue maintenant dans un grand club de Première Ligue. Ça peut être décevant. Je peux comprendre le gamin qui peut être déçu par cette star adulée qui ne veut plus venir en sélection alors que c'est, je pense, tellement beau de représenter son pays. Et je suis sûr qu'Aubameyang a apprécié pendant de nombreuses années Bien sûr. représenter le pays, son pays d'origine. Alors Aubameyang, on rappelle quand même en sélection, c'est 58 matchs pour 24 buts. Donc c'est pas rien, on est sur plus du 0,46, 0,46. Et sur des terrains d'éliminatoire qui ne sont pas très praticables. Voilà, c'est ça. Donc s'il venait pas pour ce match contre le Burundi, ce serait Préjudiciable. préjudiciable, ouais, sacrément. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, je pense que. Et Voilà. ça joue au Burundi quand même, hein. Ne sous-estimez pas le Burundi. Non, on sous-estime pas. On sait pertinemment que les joutes africaines sont très difficiles. On peut tomber sur le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, que sais-je. Face à une petite équipe, c'est toujours très difficile dans des contextes très particuliers. Et, on se met à la place de ces joueurs-là, très difficile de gagner là-bas. Mais je pense encore une fois qu'ils ont l'armada nécessaire pour pouvoir s'imposer là-bas, même sans Aubameyang. D'autant plus qu'il n'a toujours pas pris sa décision. On sait pas. Peut-être en regardant effectivement de nouveau, en écoutant de nouveau sa déclaration, on se rend peut-être compte, peut-être que je me trompe, qu'il viendra une fois que la CAN, une fois la qualification acquise. Et Donc, si elle n'est pas acquise, supposons. ouais. Supposons, elle est. Vous elle est posez pas- elle- trop de non, problèmes, non, ça. mais oui, mais supposons, la qualification, elle n'est pas acquise. Qui ne Il revienne n'était pas là. alors. il Il va ne pas revient revenir. pas, Là, il va pas revenir. Il a 30 Il sera ans. paria. Là, il a 30 Ce ans. sera le paria de tout un Exactement. pays. Ce serait dommage quand même de finir sa carrière internationale sur ça. C'est dommage, je ne sais pas ce qu'il a en tête vraiment. Je pense qu'il en a vraiment marre, quoi. Ouais, c'est les problèmes, encore une fois, c'est les soucis qu'on a évoqués tout à l'heure. Il sait pertinemment ce qui se passe avec Daniel Cousin, il sait pertinemment ce qui se passe encore une fois au sein de la fédération. Il va bien falloir être un tout petit peu plus transparent par rapport à tout ce bordel qui existe au sein de cette fédération. Il c'est le premier à le dire et c'est bien qu'il le dise. Ouais. Mais est-ce que c'est le moment? Je pense que c'est la question. Est-ce que c'est le moment? Là, il y a un match face au Burundi. Si j'étais lui, je participerais à ce match-là et ensuite je m'en irais ou je mettrais carte sur table et je m'en irais. Mais là, encore une fois, si j'étais lui, je ne suis pas Aubameyang, je n'ai pas son compte en banque, mais là, je me Ni dirais… son talent, je Voilà, vois. ni son talent. Sur le Ça, terrain, vous- ça, sur le ça- terrain, ça, vous sur le l'ignorez. terrain. Ça, vous l'ignorez. Ça, vous l'ignorez totalement. Si j'étais à sa place, encore une fois, je ne laisserais pas, je ne quitterais pas le navire. Ouais. Je me dirais, il reste un match, j'y vais pour la nation, pour le peuple, pour le maillot qu'il porte, etc. Il a une trentaine d'années, c'est le capitaine de l'équipe. Allez, vas-y, va aider tes copains et ensuite on verra. Alors, ce cas Aubameyang, ça soulève un problème sous-jacent que beaucoup de nations connaissent sur le continent. On a souvent vu dans certaines sélections avoir une star aller faire front contre sa fédération. On a vu Salah pendant la Coupe du Monde avec la fédération égyptienne pour l'histoire de sponsoring, et notamment son utilisation qui a été faite avec le président tchétchène. On a vu récemment Emmanuel Adebayor
dire qu'il ne jouerait pas avec le Togo parce que la pelouse du stade de Lomé était pourrie, hein, ce sont quand même ces termes, c'est lourd de sens. Il y a eu qui d'autre encore On a eu récemment? Samuel Eto'o, Il y a eu Samuel pendant des Eto'o, années, il y a des eu années. Aubameyang là, donc toujours il y a une star qui fait front contre la fédération. Alors est-ce qu'on est dans des caprices de stars ou alors c'est juste des gens qui se font porte-voix d'un problème plus profond? On ne va pas comparer les joueurs et surtout les personnalités. C'est vrai qu'il y a des stars. Et des caprices de stars comme Samuel Eto'o, comme Emmanuel Adebayor, c'est des gens qui sont largement au-dessus. Moi, je pensais qu'Aubameyang, ça restait quand même certes la star, mais quelqu'un d'attentionné et qui était capable de passer outre tout ce manque de professionnalisme. J'espère qu'il va revenir. J'ose espérer que c'est juste une pression mise sur la fédération et qu'il va revenir pour le match contre le Burundi et qui jouera la CAN en Égypte au mois de juin. C'est vrai qu'il faut distinguer un petit peu parmi toutes les personnalités qu'on a évoquées ici, il y a les superstars et celles qui sont vraiment un but d'elles-mêmes, les nombrilistes qui pensent vraiment à elles-mêmes. On pense notamment, même malgré tout son talent, à Samuel Eto'o et bien d'autres, à Adebayor. Mais bon, on a vu on se souvient de ce qui s'était passé avec le Togo. Le Togo en 2010. En 2010, c'est quand même terrible et ça peut marquer un joueur à vie. Il faut quand même recontextualiser ça. Et Aubameyang, c'est très particulier. Enfin, il a quand même la main sur le cœur. Il a 30 ans. Il a choisi. Malgré le fait qu'il ait été formé en France et au Milan AC, ça faut pas l'oublier, et qu'il a fait l'intégralité de sa carrière en Europe et dans des grands clubs européens encore aujourd'hui. C'est tout à son honneur que de se donner pour sa patrie, pour ce pays encore une fois qui a besoin de lui. Il va peut-être aider ses copains. Est-ce que c'est un caprice de star le concernant? Je ne le crois pas un seul instant, et il nous l'a démontré à travers l'essentiel de sa carrière. Donc je ne le mettrai pas dans le même chapeau, dans le même sac que les autres stars évoquées. Et alors, qu'en est-il des fédérations et de leur attitude, de leur fonctionnement? On a vu que s'il y a des joueurs qui disent qu'il y a du mieux. Il y a des fédérations qui ne sont toujours pas au top. On peut parler du Cameroun par exemple. S'il y a une nouvelle star camerounaise dans les prochaines années, cette star va mettre un boxon pas possible au niveau de la fédération. C'est vrai que ça peut passer par des qualifications à la Coupe du Monde comme on parlait tout à l'heure. Je pense qu'au Sénégal et au Maroc, ils serrent la vis. Et il y a un peu plus de professionnalisme. Pour avoir vu des experts marocains, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Mais c'est 2-3 pays et il faudrait que tout le monde prenne exemple. C'est vrai que ça concerne beaucoup, on l'a évoqué ici, les pays du Maghreb qui ont un temps d'avance en termes de... Mais ça se voit aussi dans les compétitions interclubs. Voilà, exactement. Et on parle de championnats qui sont très bien structurés. Là, on parlait du Gabon, c'est un championnat qui a disparu pendant 8 mois, 1 an. Qui vient de reprendre. Et qui vient à peine de reprendre. C'est quand même incroyable. Donc, qu'on ait mis entre parenthèses, je veux dire, un championnat. Et ça commence à la base. Oui. Je veux dire, il y a différentes divisions. Et c'est à travers le bon fonctionnement d'un championnat qu'on va récupérer des joueurs capables de se hisser au niveau des meilleurs en sélection. Ça n'est pas le cas du Gabon. Et normalement, je me mets à la place d'Aubameyang, forcément, il se pose des questions. Et là, il y a énormément de pays africains, comme le Cameroun, encore une fois, le Gabon, l'Afrique du Sud, qui a un temps d'avance aussi parce qu'ils ont un championnat structuré, et le Maroc, l'Algérie, et encore que la Tunisie, avec des clubs historiques. Mais quels sont aujourd'hui les clubs africains qui sont capables de dire, là, on est structuré, on est de vrais professionnels, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Voilà, TP Mazembe, Al-Ahly, etc. Voilà, pour le Maghreb, mais en Afrique subsaharienne, il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a encore énormément de travail à faire à la base. Et je le redis chaque semaine, c'est Ahmad Ahmad qui l'avait souligné, il faut responsabiliser les fédérations. Voilà. On a l'impression qu'en tout cas, tout passera par là. Alors, monsieur, juste rapide question avant de terminer. Aubameyang viendra ou ne viendra pas? J'espère qu'il viendra. Moi, je me mouille, il reviendra. Il reviendra et après partira, oui. C'est ça? Et après il partira. Le match. En tout cas, on verra ça. Rendez-vous le 23 mars pour ce match décisif face au Burundi. Burundi-Gabon, avec forcément en jeu un ticket pour la CAN 2019. Messieurs, merci pour votre participation et pour votre débat enflammé. Nous, forcément, on se retrouve lundi prochain. Même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.